Laurence Godin-Tremblay, la semaine dernière, le documentaire Trans Express, diffusé à l'émission Enquête de Radio-Canada, a suscité bien des réactions. Les journalistes y mettaient en lumière plusieurs écueils de la méthode transaffirmative au Québec, mais sans toutefois remettre en question l'idéologie du genre. Laurence, j'ai pas le choix de te poser d'abord une question piège aussi. Est-ce que tu es obsédé par l'idéologie du genre? J'ai l'impression que dans les dernières semaines et mois, tu reviens souvent sur ce sujet-là, comme si tu faisais une fixation sur ce sujet-là. C'est de fait un sujet qui m'intéresse, mais c'est pas de ma faute. Je voudrais accuser la société. Victime, je suis victime d'une obsession de la société, des gens en général. Je veux dire, c'est pas ma faute si Radio-Canada a décidé de faire un documentaire. Là. Les gens en général. Les gens en général en déjà parlent. Entendu dire des choses plus sophistiquées. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle, en a parlé. Puis là, si tout le monde en parle, puis que je suis quelqu'un qui fait partie du monde, il faut que j'en parle aussi, si tout le monde en parle. Donc, ça me paraît un syllogisme. Donc, c'est d'abord les médias qui en parlent tout le temps, et toi, t'en parles parce qu'ils en parlent tout le temps. Le pape a sorti dernièrement, pape François a sorti dernièrement pour dénoncer l'idéologie du genre comme l'idéologie la plus dangereuse de notre époque. Donc, ça le rendra pas populaire, ça. Non, mais là, je cite le pape, mais c'est à droite ou à gauche. Hein? Jean-François Lisée, là, qui a écrit beaucoup sur l'idéologie du genre. Le Musée de la civilisation a fait une exposition. Donc, est-ce que je suis obsédée par le sujet? Je le trouve fascinant. Intéressant, important comme citoyenne, comme mère, mais comme philosophe aussi, parce qu'il y a vraiment beaucoup de principes philosophiques derrière cette théorie-là qui sont fascinants. Laurence, quelles sont les principales critiques ou écueils du système québécois actuel là, dans l'accompagnement des personnes souffrant de dysphorie de genre et que le documentaire d'enquête a mis en lumière? Alors, le documentaire d'enquête est une surprise, là, parce que, bon, on sait que Radio-Canada, quand même, normalement, ne questionne pas tellement là, la théorie du genre. C'est intéressant comment ce documentaire-là est né. C'est Pascale Turbide, là, la journaliste, explique qu'elle a reçu beaucoup de lettres de parents préoccupés. Donc, c'est des parents qui l'ont comme contrainte de s'informer sur le sujet. Bon, qu'est-ce qu'elle a découvert? C'est qu'elle a découvert que la façon dont on applique l'accompagnement des personnes souffrant de dysphorie de genre, c'est la méthode qu'on appelle transaffirmative. C'est-à-dire qu'on dit que dès que l'enfant a des besoins, il faut aller rapidement. Annie Poulain, sans façon, va notamment dire va toujours brandir cette statistique-là, va dire 93% du temps, quand les parents ont un accompagnement fort, c'est-à-dire quand ils affirment l'enfant. Là. C'est ça qu'on veut dire par accompagnement pour elle, là, c'est quand on dit « oui, t'as raison, puis on va procéder ». Il faut réduire les suicides. Donc, on met de la pression sur les parents pour aller plus vite dans le système médical. Mais ce qu'elle remarque dans les cas qu'elle a observés, c'est que bon, il y a plusieurs choses, mais d'abord, il y a des problèmes de comorbidité, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui se présentent pour avoir une transition, qui disent souffrir de dysphorie de genre, mais on les évalue trop rapidement, puis on se rend pas compte, par exemple, que non, mais il y a aussi de l'anorexie, il y a de la dépression, il y a le trouble de la personnalité limite, ce qui crée des cas un peu... confus aux limites. Exact. Mais par exemple, il y a plusieurs témoignages de jeunes qui ont détransitionné, dont une, finalement, c'est ça qui... En fait, la raison profonde de sa transition, elle le dit à un moment donné, c'est qu'elle s'est fait agresser étant jeune. Puis elle s'est dit, si j'avais été un garçon, ça ne se serait pas passé. Mais elle, là, elle a fait 2 ans de testostérone, elle s'est fait enlever les seins. Puis dès la semaine suivante, elle regrettait de s'être fait enlever les seins. Un autre cas, et là, une chance, le parent est intervenu, le père, mais c'est une fille qui souffrait d'anorexie, qui aimait pas ses formes, ses seins, puis qui va voir le médecin, puis qui dit, ben dans le fond, j'ai juste à dire que je suis trans, puis on va m'enlever mes seins. À partir de 16 ans, c'est possible. Mais dans cette idée qu'il faut affirmer le jeune, le médecin était prêt à procéder à sa double mastectomie, à son ablation des seins. Si le père avait pas dit, ben c'est parce que vous devriez vous informer que ma fille est anorexique depuis ses 13 ans, etc., etc. Et quelle solution qui est proposée? Simplement de demander au médecin de faire plus attention? Ce qui est dans le documentaire marche vraiment sur des œufs. Là. Il est vraiment fascinant, il prend les témoignages puis tout ça, mais c'est plus des questions qu'il soulève que des affirmations. Mais on sent que l'idée, ce serait de se tourner vers des pays scandinaves comme la Finlande puis la Suède, qui, eux, avaient appliqué cette méthode transaffirmative ou le protocole hollandais. On met les enfants sur des bloqueurs d'hormones, on leur donne ensuite des hormones, du sexe opposé, etc. Puis ce qu'elle propose, c'est que ces pays-là qui étaient en avant de nous dans la transaffirmation, ils ont pris un pas de recul. Donc, ils ont interdit bloqueurs d'hormones, bloqueurs de puberté, excusez-moi. Ils ont interdit les hormones, puis ils ont interdit aussi les chirurgies
avant 18 ans. Donc, ces pays-là qui étaient à l'avant-garde, après des études, ont vu, finalement, est-ce que la dépression est améliorée? C'est pas clair. Est-ce que le taux de suicide diminue? C'est pas clair. Donc, ils ont fait différentes analyses pour dire, on devrait prendre un pas de recul. Ça met en lumière, je pense aussi, Laurence, le fait que ce genre de problème-là, c'est un problème réel, la dysphorie de genre, et repose beaucoup sur une espèce d'autodiagnostic. Je pense que le documentaire met quand même ça en lumière, Laurence. C'est ça il y a un intervenant, là, un professeur de McGill, Samuel Vessière, qui le dit bien, là, c'est qu'à un moment donné, c'est clair que ça devient de l'autodiagnostic du patient et le médecin ne fait qu'affirmer. D'où le fait même que dans une des interventions, ils vont envoyer une actrice, une fille de 14 ans, qui après 9 minutes sort du bureau avec de la testostérone. 9 minutes de rencontre où on lui dit, tu veux pas d'enfant, c'est correct, on peut te donner de la testo. Puis ça va super rapidement. Un médecin qui ne fait qu'affirmer, ça me semble pas très médical comme approche. Mais c'est ça, c'est là qu'il y a comme un cul-de-sac, c'est-à-dire que le documentaire évalue pas cet aspect-là parce qu'il évalue tout l'aspect médical puis tout ça. Mais ce qui serait intéressant, on attendrait la suite d'un autre documentaire, mais on attendrait la suite qui est plus, non pas juste regarder les conséquences et la manière dont on gère l'idéologie du genre puis les dysphories de genre chez les jeunes, mais quelque chose qui questionne, c'est quoi une identité de genre? Parce que par définition, on nous dit que c'est un ressenti subjectif, qui n'a aucun lien avec notre corps, mais qui n'a aucun lien non plus avec tes passions. Hein. Et si toi, Simon, t'aimes te maquiller dans tes temps libres, puis que moi, j'aime la mécanique automobile, ça ne nous rend pas nécessairement de genre différent. Là. C'est-à-dire, on nous dit, ça n'a pas rapport avec tes passions, pas tes intérêts, ça n'a pas rapport avec ton corps, c'est purement un ressenti subjectif. Mais de quoi? Il n'y a aucun moyen de le vérifier, il n'y a pas de critères, c'est propre à chacun. À partir de ce moment-là, comment un médecin peut évaluer quelque chose qui ne dépend que de la personne? Annie Pullen, sans façon, le dit bien, là, celle qui défend la théorie du genre, elle dit « Tout repose sur l'enfant, on n'est pas dans sa tête, le parent ne peut pas comprendre, ultimement non plus, un médecin, un psychologue ne pourra jamais comprendre. » Donc, l'enfant est au-dessus des parents et même des médecins dans son diagnostic. De par la définition même de ce qu'est l'identité de genre, on n'a pas le choix de parler d'autodiagnostic. Donc, il peut y avoir des améliorations au sens où on pourrait écarter, OK, non, t'es anorexique, OK, non, t'as un trouble de personnalité limite, OK, on pourrait peut-être dissuader des jeunes, mais ultimement, il n'y aura jamais moyen de vérifier objectivement si la personne n'est pas dans le bon corps, comme ils disent. Expression plus ou moins étrange, là, en soi. Là. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui n'est pas dans le bon corps? Là? Une âme? Là? Puis là, on tombe dans un système métaphysique absolument fascinant et questionnable, là, parce que c'est aussi une âme qui serait en dualité complète avec le corps, là, qui n'aurait pas de rapport avec le corps. Donc, nier l'âme humaine, ce serait être transphobe, si je te comprends bien. Un peu, parce que, en tout cas, il faudrait qu'ils me disent, je l'ai demandé à quelques médecins là, durant cette semaine, les médecins eux-mêmes vont utiliser l'expression, ils vont demander aux jeunes, depuis quand tu sais que tu n'es pas dans le bon corps? Puis je leur ai demandé à certains médecins, quoi n'est pas dans le bon corps? Puis là, c'est comme si c'était la première fois qu'on leur posait la question. Mais c'est intéressant. Ils ont besoin de redécouvrir le concept d'âme immatérielle pour justifier leur théorie de genre. Exact. Puis en redécouvrant ça, on va voir si ça se peut vraiment une âme qui n'est pas dans le bon corps, s'il n'y a pas de lien entre l'âme et le corps, qui aurait fait ça, mettre pas une âme dans... Je veux dire, ça soulève plein de questions. C'est pour ça que je dis, il faut une suite au documentaire qui n'est pas sur les conséquences, mais sur les principes fondamentaux derrière cette théorie-là, des principes qui sont incohérents et qui mènent à l'autodiagnostic ultimement. On n'a pas d'échappatoire, là. Ça va tout le temps être de l'autodiagnostic si on part d'un principe subjectif comme l'identité de genre. Laurence Godin-Tremblay, chroniqueuse au magazine Le Verbe. Merci beaucoup. Merci.